Allez, c'est l'heure maintenant de notre club des experts boursiers, le deuxième de l'année. Avec nous aujourd'hui, Eric Turgeman, qui est co-directeur de la gestion collective chez Ophi Invest AM. Et avec nous, également fidèle au poste, Frédéric Leroux, responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac. On va, si vous le voulez bien, essayer de tirer un bilan de ce qui s'est passé depuis le début de l'année, puis d'essayer de se projeter, parce qu'a priori, le second semestre va être relativement sport. Alors, on attaque avec vous, bilan du début de l'année. Frédéric Leroux, si vous aviez une chose à retenir depuis que l'on s'est vu la dernière fois, c'était au mois de janvier, ce serait quoi ? Une seule. Oula, parce qu'il s'est passé tellement de choses et le début d'année paraît tellement loin. Je dirais le moment DeepSeek chinois, où on découvre plus ou moins que l'intelligence artificielle n'est pas exclusivement américaine, qu'il existe des solutions ailleurs, potentiellement importantes, et simultanément, le fait qu'entre avril et le mois d'août, Nvidia a quand même progressé de 100%. Ce qui est un paradoxe qui illustre bien, je pense, la situation actuelle du marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés ont perdu leur repère ? Ça veut dire que y a, un hype extraordinaire sur cette intelligence artificielle. Ça veut dire aussi que les petits porteurs américains extrêmement puissants sont très très actifs et c'est eux qui tiennent et poussent le marché aujourd'hui. J'ai entendu, alors il faudrait vérifier, mais que 1 000 milliards de dollars de la capitalisation d'Nvidia, c'est-à-dire un quart, c'est même presque un tiers, seraient détenus par les petits porteurs en direct, via des structures simples ou leveragées. Et donc, c'est aussi une des raisons qui rend peut-être difficile la lecture du marché. Ok. Eric Turgeman, que retenir de ce début d'année ? Alors moi, ce que je retiens, c'est que les investisseurs ont décidé de ne plus intégrer de primes de risque, en fait. Échaudés depuis des dizaines d'années pour le fait, à chaque fois, d'avoir perdu leur protection. À chaque fois qu'ils voulaient intégrer un risque géopolitique, politique, sanitaire, etc. Alors, sans remonter à l'antéchrist, il y a eu plusieurs guerres, les Twin Towers, la guerre en Ukraine, le Covid, Trump 1, Trump 2, le Brexit. À chaque fois, les investisseurs voulaient se prémunir contre un risque. Ça durait un mois et après, on revenait finalement aux bénéfices des sociétés et au taux d'intérêt. Et donc, il n'y a plus de prime de risque. Pour l'instant, d'ailleurs, les investisseurs ont eu raison de ne pas intégrer de prime de risque. Mais ça, c'est quand même nouveau. Jusqu'à présent, on disait l'évaluation des actions, c'est les bénéfices, les taux, la prime de risque. Aujourd'hui, c'est les bénéfices, les taux. Et donc, on suit, trimestre après trimestre, les progressions de bénéfices. Alors, je rebondis, Eric. Je ne dis pas qu'on a raison de faire ça. Ok, alors je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'il y a un truc qui est marrant, dont vous ne me parlez pas. C'est Donald Trump et début avril, le Liberation Day, les droits de douane qui ont quand même très largement occupé l'actualité, forte baisse des marchés dans la foulée. On a un peu le sentiment qu'aujourd'hui on les a oubliés. Pourquoi on les a oubliés ? C'était pas si important que ça, Eric Turgeman ? Alors, encore une fois, ceux qui ont voulu intégrer cette prime de risque, finalement, se sont pris les pieds dans le tapis pendant 2 ou 3 jours, puisque ça a baissé, remonté fortement, parce que les marchés ne tiennent plus compte, effectivement, des annonces, des effets d'annonce. Alors, avec Trump, c'est très compliqué, puisqu'il dit une chose et son contraire le lendemain. Donc, les marchés ne veulent plus regarder, ne veulent plus anticiper des risques possibles et considère que tout rentrera dans la raison. C'est-à-dire quand on annonce le Liberation Day, c'était le 2 avril, c'est ça ? Oui. Ouais, de mémoire. 90% de droits de douane. Bon, les marchés disent j'y crois pas. Voilà, on reviendra de toute manière, on sera rattrapé par la réalité, soit par intérieur, extérieur. Donc on va pas prendre ça. On va pas évaluer par rapport à cette crainte. Donc on n'en tient plus compte. Voilà. Et tout ce qui finalement les marchés regardent trimestre après trimestre la réalité réellement sur les sociétés. On ne tient plus compte de. Et les résultats sont plutôt bons. Aux États-Unis en tout cas, les résultats sont bons. Donc tant que les résultats sont bons, on continue à acheter. Frédéric Leroux, je viens vers vous sur les droits de douane et je viens vers vous avec l'approche de votre marotte. Depuis que vous êtes sur ce plateau, vous nous avez beaucoup parlé d'inflation. Il y a un débat sur les droits de douane, c'est de savoir si les droits de douane se retrouvent dans l'inflation ou pas. Et il y a, je dirais, les classiques qui disent que droits de douane, c'est payé par le consommateur, et donc ça se retrouve dans l'inflation.
Et puis, il y a les conseillers de Donald Trump, notamment Stephen Mayren, qui va intégrer la Fed, qui disent non, pas du tout. Ça va être payé par les entreprises sur leurs marges, ça va être payé par les pays par des subventions qu'ils vont faire à leur truc. Donc, ça peut se retrouver dans l'inflation. Aujourd'hui, on donne raison à qui? Parce que l'inflation américaine, elle n'a pas flambé. Non. Les droits de douane, c'est stagflationniste. C'est inflationniste au moins en partie. Une partie va se retrouver sur les prix des étalages et une autre sera peut-être prise sur les marges des entreprises. Dans les deux cas, c'est un peu négatif, en tout cas, pour nos marchés. Et puis, c'est surtout moins d'échanges, moins de croissance aussi en même temps. Hein. Donc, stagflation. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces droits de douane, qui finalement sont bien mis en œuvre à 15%, donc contrairement à ce que croyait le marché et beaucoup d'observateurs, Trump ne s'est pas dégonflé, pour traduire en français cette Trump always chickens out. Il n'a pas de chicken out, il a simplement appliqué sa méthode écrite et diffusée à 3 millions d'exemplaires du Art of the Deal. Je commence, je sidère, et donc après, je rends plus acceptable les menaces, et donc qui peuvent se réaliser. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait à peu près sur l'ensemble des négociations en cours. Ce que je veux dire, c'est que ces droits de douane, c'est un signe fort de la démondialisation qui peut-être commence. Trump a été élu un peu pour ça, par la classe moyenne américaine, qui veut que on s'occupe d'elle et non pas des autres. Et donc c'est un peu dans cette mouvance inflationniste que je décris effectivement depuis un certain temps chez vous. Cette démondialisation, c'est nécessairement le début ou une contribution structurelle à l'inflation, dès l'instant où la mondialisation elle-même était un facteur majeur de désinflation via la désinflation ricardienne, la spécialisation géographique des productions. Éric Turgeman, vous partagez ce sentiment de dire que... Alors, est-ce que c'est que Trump, est-ce que c'était pas d'ailleurs quelque chose qui avait été un peu existant auparavant? Parce qu'on voit bien quand on regarde l'état des démocraties qu'elles sont pas en très grande forme. On parlera peut-être tout à l'heure de la situation française, que les populations sont pas forcément en adéquation avec leurs dirigeants. Est-ce que cette démondialisation, ce repli sur soi, c'est aussi quelque chose que vous intégrez chez Ophi Invest AM? Oui, on voit bien. La démondialisation, c'est assez évident. Sur les droits de douane, là, pour compléter, il n'y a pas encore le plein effet des droits de douane. C'est pour ça qu'on ne le voit pas forcément dans l'inflation. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on va monter à 18% en moyenne, et c'est pas encore le cas. Et puis surtout, ce qui a été le pass-through, comme on dit, ce qui a été repassé aux consommateurs, on en est à 20%, et normalement, on va atterrir un peu plus haut. Donc les chiffres d'inflation dus aux droits de douane vont se voir dans les trimestres à venir. Donc il y en aura un peu quand même. Voilà. Repli sur soi, oui. Mais pas que. Enfin, moi, ce qui me marque, c'est surtout on est en plein dedans, hein, les réunions on va dire, les anti-occidentaux, hein, pour faire simple. Ça, c'est quelque chose de très marquant, parce que ça fédère tout le monde, finalement. À part l'Europe et les États-Unis, et puis, on va dire, Japon, Australie, il y a un bloc qui, en termes de nombre d'habitants, est bien supérieur à l'autre, qui est en train de se former autour de la Chine, autour de la Russie, on rajoute la Corée du Nord, le Brésil, etc. Ça, c'est pas complètement neutre. Et ça aura, on va en reparler, mais des conséquences sur les devises, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 30 ans, et même du temps du rideau de fer et de l'Union soviétique. Il y a quelque chose à intégrer là-dessus. Ça veut dire qu'il faut que maintenant, on change complètement notre mode de pensée? C'est vrai qu'on a eu une démonstration de force en Chine en cours d'ailleurs. En cours, ouais. Avec beaucoup de missiles, beaucoup d'avions, beaucoup d'armes, et en disant qu'il y a le camp de la paix, il y a le camp de la guerre, et qu'a priori ceux qui montraient les armes considéraient qu'ils étaient le camp de la paix. Réfléchir autrement, certainement. Enfin, dès l'instant où on a la conviction que j'ai, avec laquelle je vis sur les marchés dans ma gestion d'une façon nette, on a connu 40 ans de désinflation, et pour moi, on a démarré un certain nombre d'années d'un cycle inflationniste. Et donc... Et juste une petite parenthèse, pour être très franc... À laquelle, d'ailleurs, ou auquel la géopolitique contribue, et va contribuer. Il nous arrive parfois de poursuivre les débats après l'émission. Vous m'aviez parlé d'un fonds sur lequel vous travaillez, un fonds... pour lutter, profiter de l'inflation. Il est ouvert enfin? Eh bien, il est ouvert. Il a été ouvert en juillet à l'ensemble de notre clientèle européenne.
Et c'est intéressant, c'est-à-dire que ça fait 2-3 ans que je parle d'inflation, il fallait que quelque chose arrive pour permettre à nos clients de s'affranchir des effets négatifs, en tout cas pour ceux qui croient à l'inflation, ou pour ceux qui comprennent la diversification qu'une gestion tiltée inflation amène par rapport à la structure actuelle des portefeuilles qui sont très longue duration, de l'immobilier, du private equity, de la tech américaine. Un fonds inflation va aller un petit peu couvrir tout ça par de la duration très courte, voire short. Et donc, ça s'intègre parfaitement bien dans une allocation globale de portefeuille. Ok, c'est un compartiment de la luxembourgeoise? Absolument. Ok. Carmignac Inflation Solution. Ok. Carmignac, portfolio... Portfolio Inflation Solution. Ouais. D'accord. CPI, donc, comme Consumer Price Index. Voilà. C'est un clin d'œil. Ok, Eric, je reviens vers vous. Vous m'avez dit il y a de cela quelques instants, pour l'instant, on n'a pas tout vu des droits de douane dans l'inflation. Donc ça m'amène à ouvrir un chapitre au mois de septembre, le 18, il y aura une réunion de la Fed. Vous attendez quoi de la Fed ? Bon, à très court terme, septembre, une baisse des taux, c'est quasiment annoncé. Enfin, pour nous, ça va se faire. Sans doute une deuxième en décembre. Là où on n'est pas forcément en accord avec le marché, c'est que nous, on voit pas les 4 baisses de taux en 2026. Je crois qu'il y en a 6 d'intégrer d'ici fin 26, de cette année, 4 l'année prochaine. On est un peu moins dovish chez OFI et on pense que ça pourrait s'arrêter à 2 cette année et 2 l'année prochaine. C'est l'épaisseur du trait, mais enfin, c'est pas complètement neutre. D'accord, mais c'est une épaisseur à 50 points de base. Oui, quand même, voilà. Après, non, mais la Fed... Non, mais on va revenir sur le sujet de la Fed. On reste sur le sujet des taux. Oui. Taux court. Septembre, Powell acté après Jackson Hole ? Quasi acté. Powell montre déjà son allégeance à Trump. On y vient. Voilà. Et donc, il a évoqué cette baisse de taux qu'il n'aurait probablement jamais évoqué dans un autre contexte, compte tenu du fait que rien ne la justifie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer après ? Parce que j'ai le souvenir, un jour, vous nous avez dit sur ce plateau, quand je vous disais est-ce que la Fed va baisser ses taux, vous étiez farouchement contre, donc vous étiez totalement en désaccord avec Donald Trump. Vous avez dit de toute manière, quoi qu'il fasse, s'il bouge les taux, ça sera une erreur. J'ai dit la Fed les baissera trop. Voilà. Et je maintiens l'idée. Donc, est-ce que vous êtes dans un schéma où vous vous dites, quand Eric nous dit le marché dit 6, nous chez Ophi Invest on dit 4, vous vous dites qu'il va se passer quoi ? En nombre de baisses, oui, c'est l'inflation qui va décider. Même déjà quand même pour septembre, faut peut-être pas mettre 100% dessus parce que si vraiment le chiffre de l'emploi est costaud, il y a zéro raison de le faire. Cela dit, on a entendu, ou alors je crois qu'il disait qu'il s'attendait à un chiffre au contraire très très faible et donc ça permettra de légitimer cette première baisse. Moi, je pense que l'inflation dans ce deuxième semestre, elle a déjà recommencé. Et donc, les prochaines vont être extrêmement difficiles à justifier. Ok, allez, maintenant on en arrive à la question suivante. Stephen Mayron, nommé à la Fed de manière temporaire jusqu'au mois de janvier. Dernière réunion de la Fed, 2 votants votent contre la décision du maintien des taux, 2 votants qui avaient été désignés par Trump. Trump qui est allé rendre visite à Jérôme Powell à la Fed. Bonjour, je viens visiter le locaux, je suis un peu chez moi. Comment vous voyez l'avenir de la Fed, son indépendance ? Est-ce qu'il va y avoir une prise de contrôle ou pas par le pouvoir politique ? Alors je pense que c'est effectivement, peut-être sur l'ensemble de l'année depuis le début, peut-être l'événement majeur. La fin, au moins momentanée, pour les 3 ans qui viennent, de l'indépendance de la Fed. La fin de quelque chose que tout le monde accepte, reconnaît utile et souhaitable, à part Trump, effectivement. On comprend son objectif. Je crois qu'il veut mettre en œuvre une politique de croissance forte qui passe par de la croissance réelle et de l'inflation. Et pour arriver à ça, il ne faut pas que la Fed se mette en face. Et peut-être ça peut être un moyen d'ailleurs de réduire le ratio dette sur PIB à terme. Et donc il a besoin d'une politique monétaire qui soit complètement en ligne avec sa politique fiscale, budgétaire. C'est un événement majeur et pour moi les conséquences à terme sont très importantes. C'est d'abord un désancrage progressif des taux longs. Si les taux courts sont trop bas, les taux longs finissent par s'envoler. Et ça, donc, ça aura des effets sur la valorisation d'ensemble des actifs. Et potentiellement aussi une accentuation de la baisse du dollar, même si là, on peut avoir des freins, parce que qu'est-ce qu'on voit en face ? La baisse du dollar, peut-être que vous voulez qu'on en parle après, mais
c'est clair qu'une des conséquences, ce serait la baisse du dollar, qui sera probablement d'ailleurs très favorable au reste du monde. On va revenir sur le dollar. Je reste sur la Banque centrale. Est-ce que, je vous entends, Frédéric, mais est-ce que finalement le problème de Trump, c'est pas le problème de tous les politiques? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les machines économiques sont tellement grippées, les populations sont tellement en contestation, qu'on a besoin d'avoir le levier monétaire et le levier budgétaire qui marchent ensemble, et que le policy mix ne peut pas être un équilibre entre les deux. Il faut que toute la machine aille dans le même sens. Et quelque part, du coup, est-ce que le problème de l'indépendance des banques centrales ne se pose pas partout? Alors, plusieurs choses. Si, mais Frédéric l'a dit, il y a les marchés aussi. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire en sorte que le monétaire et le budgétaire aillent dans le même sens, mais à un moment donné, il y a les marchés qui viennent rattraper. Donc, c'est-à-dire que si on fait n'importe quoi, les taux s'envolent. Et les taux, les taux longs sont pas administrés. Donc ça veut dire que Liz Truss ne sera pas un épiphénomène? Mais non, mais alors, on va reparler de Liz Truss, mais sur la France. Mais sur les États-Unis, effectivement, moi, ça me dérange pas forcément la non-indépendance d'une banque centrale, du moment que celui qui est aux manettes fait pas n'importe quoi. Parce que les banques centrales qui étaient pas indépendantes en Europe il y a quelques années ont fait aussi des erreurs de politique monétaire. Le problème, c'est que Trump, il est imprévisible. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison, effectivement, de faire baisser à ce point-là les taux. Or, lui, il est capable s'il était aujourd'hui à la place de Jérôme Powell, il enverrait les taux quasiment à zéro. Et là, on aurait parce que l'inflation n'est pas rentrée dans le rang, on aurait une envolée des taux longs et une crise. Donc c'est ça le problème. C'est pas tellement que ce soit Powell ou un politique, c'est la manière dont on va gérer. Après, en tout cas, les marchés, ce qu'ils pensent, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouveau banquier central, il y a quelque chose on se penche sur lui en lui disant tu vas être indépendant, voilà. Et on croit que finalement, même s'il est nommé par Trump, je rappelle que Powell avait été nommé par Trump aussi, il reviendra à la raison en disant je suis indépendant et je fais ce qu'il y a de bon pour l'économie. Mais là, il y a quand même un risque, et c'est un des risques du marché, si effectivement, réellement, il remplace tous les membres de la Fed, et que la Fed, sous son emprise, commet une erreur de politique monétaire. Il est là le problème. On reste, Eric, avec vous sur les risques de marché. Le dollar. Dans la stratégie économique de Donald Trump, il y a les droits de douane qui ont vocation à privilégier l'économie américaine et à rapporter de l'argent. Et a priori, quand on regarde les stats, ça rapporte de l'argent au budget américain. Donc ça, c'est l'un des éléments de sa politique. Puis dans les éléments de sa politique, il y a le dollar. Est-ce que pour vous, l'évolution du dollar est un risque fort pour les marchés? La volatilité du dollar peut être un risque fort, oui. Parce qu'on a d'un côté, on a finalement deux forces qui s'opposent pas, mais qui se complètent. On a les États-Unis qui voudraient voir le dollar baisser, hein, c'est une des volontés de Trump et qui font un peu tout pour ça. Et alors, si réellement la Banque centrale commence à écraser les taux, là, on a ce risque-là. Et puis de l'autre côté, on en parlait au début de l'émission, on a tout l'altermonde, le monde non occidental, qui voudrait aussi trouver des alternatives au dollar qui finalement est un dictateur pour l'ensemble de la planète depuis des décennies. Donc on voit bien la Chine, la Russie, etc., l'Amérique du Sud vouloir une alternative à ce dollar. Donc quand on a une partie du monde qui veut trouver une alternative au dollar et l'autre partie, en tout cas les États-Unis, qui veulent le voir baisser, on a bien ce risque. Et si on regarde bien depuis le 2 avril, Liberation Day, donc tout était parti, tout s'était écroulé, les taux s'étaient envolés, les actions avaient plongé, le dollar avait plongé. Puis quelques semaines plus tard, tout rentre dans l'ordre, sauf le dollar. Le dollar aujourd'hui, il est à peu près au même niveau que le 3 avril. Il est même peut-être encore un peu plus faible. Donc on voit bien qu'il y a cette interrogation. Et pour moi, le risque, en tout cas sur les marchés, peut être un accident sur le dollar. Même si ça peut être favorable après, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Frédéric Leroux. Oui, moi j'ai un peu... Alors, comme je l'ai dit, et on est d'accord, c'est tendanciellement le dollar va baisser. D'ailleurs, ça s'inscrit là aussi très bien dans le long terme. Si on regarde la belle décennie sans inflation de 2010, le dollar monte parce que on achète du dollar pour acheter Google, Amazon et Apple. Si j'ai raison sur l'inflation, le dollar va baisser parce qu'il va falloir vendre Google, Amazon et Apple. Et acheter d'autres choses plus cycliques, plus value ailleurs. Donc sur la tendance longue, on est, je pense, effectivement dans un mouvement de baisse du dollar. Ce que je vois à court terme, ce qui me gêne, c'est qu'il y a comme un énorme consensus sur cette baisse du dollar. Donc à un moment donné, il doit y avoir soit une correction, soit un arrêt de la baisse.
Mais quand on pense un peu au... Donc ça veut dire que le consensus ne peut pas avoir raison. Non, il peut avoir raison à moyen terme, mais à court terme, il peut être un petit peu contré, quoi. Et puis, il peut vaciller sur ses bases. Mais je crois que c'est 450 milliards par an, les droits de douane américains, quand même, d'entrée fiscale américaine. Ça permet de financer une partie des baisses d'impôts voulues. Si on a un développement de cette pseudo-nationalisation des entreprises américaines qui bénéficient trop soit des subsides, soit des commandes américaines, et que ça se traduise par un partage des profits, c'est un petit peu vers ça qu'on se dirige, on a aussi là un deuxième facteur d'amélioration des comptes publics qui peut peut-être à terme ralentir la faiblesse du dollar, puisque ralentir le désamour des étrangers à l'égard du financement de la dette américaine. Bon, mais en tendance, je pense que l'histoire longue, c'est la baisse du dollar, qui traditionnellement est très favorable aux pays émergents. Et ce qui est d'ailleurs très très intéressant dans le contexte actuel, vous avez parlé du rassemblement sino-russo-nord-coréen. Les Chinois comprennent que ça va être plus compliqué d'exporter beaucoup de leur surproduction chez nous et chez les Américains. Il va falloir que d'abord eux consomment, qu'eux aussi ils vendent à leurs camarades du Sud. Et donc les pressions déflationnistes, elles risquent de se concentrer sur les camarades du Sud, beaucoup moins que chez nous. Et donc on aura des pays développés avec une inflation relativement forte et des valos qui baissent, et des pays émergents avec une désinflation et des valos qui montent. Et donc effectivement, il faut penser différemment de ce à quoi on s'est habitué au cours des 15 années passées. Alors, on va en reparler, et j'imagine qu'on va retrouver tout ça dans vos allocations d'actifs qu'on abordera dans quelques instants. Je vais poursuivre le raisonnement tout à l'heure. Eric nous disait, prime de risque disparaît, désormais les actions c'est des taux et des résultats. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur les taux, on va toujours rester sur la partie américaine. Les taux américains sont actuellement relativement élevés. On sait que les déficits sont importants. Vous nous avez trouvé des recettes à travers les droits de douane et à travers le fait de récupérer une partie des bénéfices des entreprises pour alléger le budget. Est-ce que dans votre scénario, Frédéric, puisque je reste toujours dans votre cadre avec le retour de l'inflation, est-ce que l'on pourra voir les taux longs américains qui monte fortement et par exemple qui dépasse le niveau des 5% pour le 10 ans. Convaincu que c'est quelque chose de pas très éloigné dans le temps, oui. Ça fait 2 ans que le marché en fait consolide sa hausse très forte des taux de près de 0 à 5% justement. Le marché prend son élan, réfléchit avant de faire une deuxième vague de hausse qui va être le résultat, j'imagine, de taux courts trop bas, d'une inflation un peu généralisée dans l'univers développé qui va aussi pousser des taux longs à la hausse, et toujours d'une certaine défiance des étrangers quant au financement de la dette américaine. Donc on peut passer le 5 ? On va, à mon avis, légèrement passer le 5 et ça va déclencher des choses qu'on n'imagine pas trop bien aujourd'hui. Ouais. Je suis vraiment à peu près convaincu. Donc ça veut dire que ça peut vouloir dire qu'une fois qu'on a passé le 5, c'est nos limites ? Jamais nos limites, mais on ira sensiblement plus haut. Ouais. Il faut quand même avoir en tête que 5%, c'était pas très haut par rapport à une inflation à 9,2. Et en plus, les 5 se sont faits quand l'inflation a baissé. Enfin, quand même. Mais 5 par rapport, je pense, au régime moyen d'inflation dans les 10 années qui viennent, c'est bas. Vous avez ce genre de scénario chez Ophi Invest où vous êtes plus entre guillemets consensuel que... Non, on n'a pas... Enfin, j'entends ce que dit Frédéric et ça a beaucoup de sens. On n'a pas ces prévisions-là au-dessus de 5, sauf grosse erreur de politique monétaire. Là, auquel cas, oui. Donc, Powell qui cède à Trump et les taux qui... Les Fed Funds qui emmènent à 2%, enfin voilà, là oui. Mais sinon, on n'a pas ce niveau-là parce qu'on pense que bon, c'est pas beaucoup mieux, mais qu'il y aura quand même des freins à la croissance à un moment donné et que ça l'emportera à un moment donné sur l'inflation. Voilà. Sinon, c'est la stagflation. Alors là, faut partir de tout. Alors, vous dites des freins à la croissance. Je reviens, cher Eric, à votre équation de tout à l'heure. Valo égale taux et bénéfices. Si vous dites on croit à des freins à la croissance, ça veut dire que les bénéfices vont pas forcément continuer à augmenter tels qu'ils le font. On a vu qu'on a balayé d'un revers de main le Liberation Day qui nous avait inquiété à l'origine. Est-ce que les actions vivent dans le monde des bisounours ? Et là-dessus, pardon, mais je vais tenter de me mettre sur un temps un tout petit peu plus long. Depuis 2022, les taux longs augmentent partout à travers le monde. Toutes les classes d'actifs qui sont sensibles aux taux longs, le private equity, l'immobilier ont sensiblement corrigé.
La seule classe d'actifs sensibles au taux long qui n'a pas sensiblement corrigé, c'est les actions. Alors sommes-nous dans le monde des bisounours? Mais les actions, elles corrigent quand les taux montent un peu, fortement. C'est-à-dire que là, le Bund, qu'il soit à 2, à 2,20, 2,30, 2,80, ça n'a pas une grande influence tant que les résultats sont là. Après, si on a un Bund à 4%, oui, là... Mais il a été à 0,30. Il a été à 0,30. Oui, mais justement, à 0, il y a le PE de l'inverse de 0, c'est l'infini. C'est l'infini. Il a été à moins 0,5, facile. Voilà. Donc, on peut plus évaluer. C'est-à-dire, quand les taux sont à 0, on peut plus faire une évaluation, parce qu'il faudrait actualiser à 0, ça n'a plus de sens mathématiquement. Donc, là, ça n'a aucune influence de 20, de 80, voilà. Si à un moment donné, on a les taux longs, effectivement, américains qui passent à 5, 6 ou plus, il y aura une incidence aussi en Europe. On ne voit pas les taux longs s'envoler sans que les taux longs, US, sans que les taux longs européens suivent. Là, il y aura une incidence. Pour l'instant, ça n'a pas une forte incidence, parce que les résultats écrasent tout. Mais aux États-Unis, moi, ce qui me marque, aux États-Unis, on a le marché, il doit prendre 10% depuis le début de l'année, enfin en tout cas en dollars. Pour un Européen converti, c'est pas la même chose. Mais c'est la hausse des résultats, alors tirée par Nvidia et ses compères, mais globalement, le marché américain, c'est 10% de hausse des profits, 10% de hausse de la bourse, et encore 10% l'année prochaine. Vous sous-entendez que c'est pas le cas en Europe? Bah pas du tout. En Europe, on aura 2025... sans doute en baisse par rapport à 2024, enfin encore 3-4 semaines de révision en baisse des résultats, et on y arrive. Et n'oublions pas que 2024, c'était une baisse par rapport à 2023, des résultats. Donc on a en 2025 des résultats globalement sur l'Eurostock qui seront en baisse par rapport à 2023 et un marché qui n'a fait que monter. C'est pour ça qu'il n'y a plus de prime de risque. Mais pour l'instant, celui qui a décidé de ne plus intégrer de prime de risque a eu raison, puisque jusqu'à présent, effectivement, même en criant au loup, ça continue à monter. Donc, grosso modo, juste, je rappelle, entre guillemets, votre dernière intervention sur le plateau, vous disiez les marchés européens sont sous-valorisés, il est intéressant d'y investir. Aujourd'hui, vous modulez un peu ce discours-là. Ils sont plus sous-valorisés du tout. D'ailleurs, si on regarde, bon, alors, je sais pas ce que ça vaut encore, les PE, mais enfin... 15 fois à peu près, je crois. Voilà, 15 fois, c'est sur 30 ans, c'est globalement la moyenne. On est légèrement au-dessus de la moyenne, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, pour que ça continue alors, sauf à ce qu'on décide de dire, les normes, c'est plus 15, c'est 24 fois. Si on veut payer 24 fois le marché, pourquoi pas? Mais si on reste dans la moyenne, même sans prime de risque, il faut soit que les résultats, il y ait un nouveau souffle, on le voit pas trop, soit que les taux s'écroulent complètement, mais ça non plus, on le voit pas trop. Donc, on voit pas un fort potentiel sur les actions. Avant qu'on ne rentre dans vos recommandations en termes d'allocation d'actifs, je voudrais clore ce chapitre qui était quand même très largement américain. Ça fait, il est arrivé fin janvier, il a été élu l'an dernier au mois de novembre, donc ça fait quasiment un an qu'on sait que Trump va revenir. Trump, c'est, j'aurais tendance à dire, par rapport à ce qu'on connaît chez les politiques, un autre monde. Une volonté politique majeure, une capacité de parler très atypique. J'aurais tendance à dire qu'en France, on a eu Sarkozy, mais que Sarkozy était un enfant de cœur par rapport à Trump. Mais dans la volonté politique, il y avait quand même un peu de ça. Comment vous adaptez votre façon de gérer à Trump? Est-ce que maintenant qu'il y a Trump qui démontre, enfin qui témoigne quand même d'un certain leadership sur le monde occidental, même si on l'aime pas, etc. Mais on montre qu'on ne vit que par Trump, on ne décide que par Trump. L'Allemagne a bougé sur la défense à cause de Trump, l'Europe essaie de bouger à cause de Trump. Donc tout nous ramène à Trump. Est-ce que vous, dans l'exercice de votre job au quotidien, Trump change des choses? Eh bien, je dirais non. Je dirais que le point de départ de l'adaptation, parce qu'il y en a toujours une, c'est à quelqu'un qui est très différent, effectivement, de tous ses prédécesseurs, c'est de comprendre comment ça marche. Et moi, je trouve que dès l'instant où Trump s'intéresse à un sujet fort, il va au bout de son idée. Après, il suffit de savoir comment il y va. Donc, d'où the art of the deal. On a besoin de connaître comment ça marche. On aurait tout à fait bien compris ce long épisode sur l'instauration des droits de douane. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que tous les sujets importants qu'il a en tête, il va aller au bout. La Fed, il va aller au bout. Essayer de partager un peu les profits avec les entreprises que l'État américain aide beaucoup, il risque d'y aller un petit peu au bout. Pas trop, parce que c'est quand même un capitaliste, et donc il veut pas non plus une nationalisation soviétique de l'armement américain ou d'Intel. Mais donc il faut avoir ça en tête. Et il faut comprendre que ce qu'il veut, c'est quoi?
il dit, je veux de la désinflation parce que l'inflation, c'était l'ennemi public numéro 1, c'était l'inflation de Biden. Mais en fait, il veut de l'inflation. Il veut faire baisser le dollar, il veut faire baisser les taux, il veut que les entreprises viennent s'implanter chez lui en créant des emplois bien chèrement payés. Il veut faire de la croissance et de l'inflation. C'est ma compréhension de Trump. Et donc, dès l'instant où je comprends ça, je tilte ma gestion avec ce biais. Voilà. D'accord, mais donc ça veut dire que c'est une rupture fondamentale par rapport à ce qui existait auparavant. Il arrive comme conséquence et comme architecte d'un retournement structurel de l'économie, de la désinflation vers l'inflation. Éric Turgeman, est-ce que vous avez bougé? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait être plus réactif? Est-ce que finalement vous avez fini par vous dire, non, finalement, vaut mieux essayer de comprendre les grandes lignes que les petits mouvements à court terme? La stratégie chez vous? Alors réactif, non, parce que c'est un moyen de se prendre les pieds dans le tapis, donc surtout pas réagir à chaud. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'enlever la TVA par rapport à ce qu'il va dire. C'est-à-dire, quand il dit 100, de dire, il va le faire quand même, c'est ce que disait Frédéric, mais pas à 100, à 30, quoi. À chaque fois, de lisser un peu ses propos. Parce que finalement, effectivement, il va au bout. Je retire votre analogie avec la TVA, parce qu'une TVA à 70%, ça pourrait donner des idées à certains qui cherchent de l'argent, ça serait quand même bien dommage. Voilà, donc non, il faut le prendre au sérieux, mais voilà, donc quand il peut très bien annoncer demain matin, je mets 180% de droits de douane à l'Italie, parce que Mélanie a dit quelque chose qui ne me plaisait pas. À aucun moment on va intégrer ça, mais enfin quelque part... je ne sais pas si l'exemple est bon, mais on va dire, un petit peu quand même. Donc voilà, mais surtout pas réagir à chaud. Okay. Parce que là, c'est le meilleur moyen de se prendre des baffes, quoi. Ok, on a vu le début de l'année avec des marchés actions qui ont été en hausse, avec des différences non négligeables, des différences selon les zones. Je regardais ce matin, 25 ou 27% pour le DAX et 1% pour le CAC. Aujourd'hui, on paie cher le luxe et le risque. A priori, le luxe et le risque politique. Question, est-ce qu'aujourd'hui, pour la fin d'année, il faut être plutôt risk on ou risk off? Éric Turgeman, la position chez Ophi Invest? Sur les actions, encore une fois, on ne voit plus de progression. On avait en début d'année, quand on publiait nos revues, une hausse à... un chiffre, mais vers le haut, on va dire 9, voilà. Enfin, on pensait pas qu'on dépasserait 10, on les a dépassés en Europe. Donc, on n'a pas de raison il n'y a rien qui nous pousse à augmenter ces prévisions. Donc, pour nous, on y est. Et sur les taux? Et sur les taux, il y a du portage. Ok. Voilà, donc, on va rentrer dans le détail. Frédéric, les risk on, risk off. Alors. En global. Il y a une rotation qui s'opère en souterrain. Je pense qu'il faut aller davantage vers les émergents. Non mais taux action. Grosso modo, on va rentrer dans le détail des zones. Les taux, je pense que au-delà d'un, j'ai envie de dire, un attrape-couillon de court terme qui ferait baisser les taux, il faut être vraiment vigilant. Et je crois que la tendance c'est la hausse. Donc des bonnes stratégies de portage. Et sur l'equity, si les taux sont à la hausse, quand même, toutes les actifs à duration longue, les belles valeurs de croissance vont souffrir. Or, elles sont quand même, c'est l'essentiel de la construction. On s'arrête 2 secondes sur le portage. Le portage, on le fait sur quoi, Éric? Le crédit, enfin, c'est sur des obligations IG, voilà, parce que... D'accord, donc on se dit qu'on n'a pas de risque de récession, de ralentissement fort de l'économie. On aura des écartements de spread si ça tangue un peu, mais on a plus de doutes sur la capacité à augmenter les profits qu'à déposer les bilans. Voilà, donc on a quand même des entreprises assez saines, quoi. Portage, donc crédit, peut-être un petit peu plus loin que l'investment grade. Il y a quand même des bonnes choses à faire dans les qualités un petit peu moins élevées. Ça reste une classe d'actifs qui a commencé son cycle il y a déjà un certain temps, mais très très attrayante en termes de rentabilité risque. Donc oui, du portage à travers le crédit, ça me paraît tout à fait intéressant. Alors, on poursuit rapido. Action. Les États-Unis, l'histoire est finie? Ça fait longtemps qu'on dit qu'elle est finie, donc elle l'est pas. Je pense que on a besoin de voir un mouvement assez brutal sur les taux longs pour voir la tech, c'est-à-dire le leader, baisser. Mais ça ne voudra pas forcément dire une baisse très profonde pour le marché dans son ensemble, parce qu'il y aura du rattrapage par les secteurs plus value, plus cycliques. Éric, États-Unis, est-ce que vous dites là encore qu'il faut lever le pied? J'ai compris que sur l'Europe,
Vous m'aviez dit que le niveau des valos vous paraissait... Donc aujourd'hui, la stratégie action, elle est plutôt où chez vous? Mais parce que l'Europe, c'est plus facile à évaluer parce que c'est des entreprises normales. Aux États-Unis, elles sont pas normales. Et honnêtement, enfin, avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas ce que seront les résultats des champions de l'IA dans les 2 ou 3 ans à venir. On a minoré jusqu'à présent. C'est une révolution sans doute supérieure à ce qui s'est passé en 2000 avec Internet. Et les profits d'NVIDIA, si vous me les aviez demandé il y a 3 ans, jamais j'aurais imaginé que ça puisse être ce que c'est aujourd'hui. Et c'est ça qui tire. Toute la côte américaine ne monte pas. C'est tiré par quelques champions. Et ça peut continuer. Quand on voit un des moteurs du marché américain, c'est les rachats d'actions. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Je sais pas, il y a eu 1200 milliards. Enfin, et ça, tant qu'il y a cet afflux et cette demande, c'est très dur. Juste, pardon, mais les rachats d'actions, c'est formidable, mais ça veut dire qu'on n'a aucune idée. Et on peut pas tenir un cours ad vitam aeternam sur la base de rachat d'actions. C'est comme on peut pas gérer une entreprise en faisant que de la réduction de coûts, parce que le jour où on n'a plus de coûts, par définition, on n'a plus de recettes. Oui, tout à fait. Mais ça, on pouvait se dire il y a 3 ans, effectivement. Moi, j'ai toujours considéré que les États-Unis étaient chers, à 23, 24, 25 fois les bénéfices. Je me suis trompé, parce que finalement, les bénéfices, c'est pas ceux qu'on anticipait. C'est tout le contraire de l'Europe. C'est-à-dire qu'on commence avec une anticipation, et suite aux publications des techs, on revoit la hausse. L'Europe, c'est le contraire. Donc, c'est très dur d'être absent d'un marché américain quand il y a cette révolution. En Europe, on est tranquille, il n'y a pas. Les émergents? Voilà. Alors, nous, on préfère aussi les émergents et la Chine, qui finalement tire son épingle du jeu, apparaît presque comme le pays de la stabilité, anti-guerre, etc. Et qui a des entreprises aussi de technologie qui sont moins valorisées. Donc, sur les actions, on a un biais plutôt asiatique. Frédéric, les émergents? Oui. Si on regarde la macro, les fondamentaux chinois, ils sont très mauvais, ils restent très mauvais. Je veux dire, le marché immobilier n'arrive pas à repartir, donc la confiance des consommateurs est au plancher. Par contre, on commence à avoir un vrai momentum d'appréciation boursière, probablement tiré par une technologie dont on découvre un petit peu les mérites. Et on sait très bien que les pays asiatiques ont ce sentiment de marché qui fait que quand le momentum est là, on y va et qu'on peut aller très très loin des fondamentaux dans un sens comme dans l'autre. Et donc moi je suis plutôt très très favorable en fait au marché chinois aujourd'hui, oui, absolument. En 2 mots, sur votre fonds inflation, vous mettez quoi dedans? Alors aujourd'hui, on aura pas mal de commodities en direct, c'est-à-dire c'est pas des producteurs de pétrole, mais c'est du pétrole, c'est du gaz naturel, c'est de l'uranium. C'est du cuivre, c'est de l'or, beaucoup. Et ça, c'est quand même une partie qui fait presque une vingtaine de pourcents du portefeuille. Sur la partie action, on a aujourd'hui peut-être une expo de l'ordre de 30%, mais très, très, très biaisée vers la Chine et très biaisée anti-actif à duration longue, donc anti-tech. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un fonds qui aura tendance à être long Chine, short tech. C'est-à-dire qu'il va couvrir ce qui se passe dans les portefeuilles habituels, où on est tous maintenant sous-exposés en Chine parce qu'on pensait que c'était devenu ininvestissable, et tous surexposés sur la tech américaine à cause du poids de leur valeur. À côté de ça, on a de la duration courte, c'est-à-dire on est short duration sur la dette américaine, la dette européenne. On anticipe un écartement des spreads de crédit entre, d'une part, la France et l'Italie par rapport à l'Allemagne. Donc, on a ce spread qui est joué très, très massivement. Et surtout, on a structurellement une exposition directe à l'inflation future à travers les swaps d'inflation. 5 points de duration aujourd'hui. On anticipe que dans 5 ans, eh bien, l'inflation donc moyenne... vous considérez que le marché ne price pas correctement l'inflation future? Il y a que, apparemment, d'une certaine façon, sur l'or qu'on le voit un petit peu clairement maintenant. Mais on ne le voit pas sur les actions, on ne le voit pas sur les taux, on le voit encore moins sur l'inflation anticipée. Ça m'amène à une question chez Ophi Invest qui est de la gestion sur les matières premières, plutôt sur des producteurs que directement sur les matières, mais grosso modo, les matières premières, c'est quelque chose qui est un élément de diversification pour vous? Clairement, alors nous, on a des fonds là-dessus, on aime l'or, et là... Pour nous, il y a tout pour que ça continue. Voilà, défiance vis-à-vis des monnaies, les banques centrales qui continuent à diversifier vers l'or, l'inflation, surtout si on a des taux réels négatifs. Donc pour nous, l'or va continuer, même si effectivement, on a peut-être beaucoup loupé le mouvement, parce qu'à un moment donné, c'est dur à évaluer l'or. Il n'y a pas de rendement. Enfin, bon, mais enfin oui. Et au-delà de ça, les métaux précieux, toujours aussi, oui, parce qu'il y a un déséquilibre sauf récession mondiale. Les métaux, cuivre, aluminium, etc., platine, c'est quand même lié à l'économie. Donc si on a un effondrement de l'économie, ça suivra pas. C'est pas notre vue.
Allez, on a débordé, mais malgré tout, je vais garder ma dernière question. Parce que je veux que cette émission soit l'occasion pour les conseillers en gestion de patrimoine et les distributeurs de réfléchir avec nous. Je mets bout à bout les différents éléments que vous m'avez donnés. Eric, vous venez de me dire, l'or, il n'y a pas de rendement, donc c'est des choses qui sont difficiles à évaluer. Frédéric, tout à l'heure, vous m'avez dit en lisant Trump, il y a un truc qu'il faut comprendre de Trump, c'est que quand il a une idée en tête, on sait qu'il ira. Il y a eu cet été la promulgation du Genius Act. Derrière ça, il y a la stratégie de Trump en matière de crypto. Alors les cryptos en Europe, nous on dit oh là là, horreur, malheur, spéculation et tout le tralala, mais a priori il a envie d'y aller. Donc les cryptos c'est comme l'or, ça n'apporte pas de revenus. Je voudrais vous interroger l'un comme l'autre pour savoir comment vous jugez cet actif. Il y a eu le lancement d'un EMTN de BlackRock en Europe qui a collecté des milliards. Ça pose une question de diversification, le Bitcoin. Bitcoin, faut y aller, faut pas y aller? Alors d'abord, on commence par la réserve. Je suis pas un spécialiste de la question, même si j'essaye. Mais vous êtes un observateur. Je suis un observateur. Donc qu'est-ce que je vois justement? Parlons de la plus grosse des cryptos, donc Bitcoin. Il y a une corrélation qui est quand même très très forte avec le Nasdaq. Donc si vous êtes très bear Nasdaq, il faut quand même avoir une idée, est-ce que le Bitcoin va suivre ou au contraire va se démarquer. Bon. Et il y a aussi plus récemment l'observation d'une corrélation négative avec le dollar. Le Bitcoin étant un petit peu le hedge contre l'implosion du dollar et de l'économie américaine, quoi, en gros. Et quand on parle à vraiment des gens qui sont de l'écosystème Bitcoin, l'une des raisons pour lesquelles ils sont Bitcoin, c'est un hedge contre la fin du monde économique, quoi. Hein, pour certains d'entre eux, c'est bien ça. Et donc, quelle va être la corrélation qui va fonctionner dans 2 ou 3 ans? Est-ce que c'est la corrélation inverse avec le dollar ou la corrélation positive avec le Nasdaq? Moi, je suis plutôt baissier Nasdaq à horizon 2 ans. Je suis plutôt bear dollar, donc plutôt baissier Bitcoin à cause du Nasdaq et plutôt haussier Bitcoin à cause du dollar. Ça va être intéressant de voir laquelle des 2 corrélations fonctionne. Après, mettre ça dans un fonds, même inflation, ça peut avoir du sens. Mais tout ce que je mets aujourd'hui dans ce fonds, je comprends le fonctionnement. Le Bitcoin, pas assez. Comme le disait Eric, moi, j'ai quand même un peu ce souci, mais moi, je me fais traiter d'idiot fini et j'en accepte la critique. Quand je dis, ça peut pas prétendre être une monnaie dès l'instant où sa quantité ne s'adapte pas aux besoins de l'économie, on me traite d'idiot, on dit que j'ai rien compris, et j'accepte complètement l'idée. Donc, j'irai pas plus loin que ce que je viens de vous dire. Eric, votre sentiment sur cet ovni qui est en train de s'institutionnaliser? Moi, je suis trop vieux, moi, pour qu'on me pose des questions comme ça. Non, blague à part, c'est compliqué, hein, on ne sait pas combien ça vaut, enfin, de faire des évaluations. Je ne sais pas si on est capable d'évaluer une action, mais normalement, on a à peu près les paramètres, on a été formé pour ça. Très compliqué. En revanche, on ne peut pas être absent de quelque chose qui préoccupe tout le monde, y compris les investisseurs. Parce que nous, au début, on s'était dit, c'est un truc des geeks américains, ils ont reçu de l'argent pendant le Covid et ils investissent là-dessus. Non, on a quand même maintenant des fonds de pension, des gros investisseurs institutionnels qui veulent faire une diversification. Alors, on peut toujours dire, ça terminera au fond du trou, comme les tulipes, en attendant, il y a une demande. Donc, c'est dur de pas... de pas l'intégrer. Maintenant, l'évaluation, je ne sais absolument pas. À quoi ça sert? En tout cas, c'est une alternative au système monétaire traditionnel qui flanche, et notamment au dollar. Donc ça, j'arrive à comprendre ça. Voilà, l'évaluer, incapable, mais on voit bien que sur les monnaies ne devraient pas valoir ce qu'elles valent si elles étaient évaluées par rapport à des fondamentaux, au déficit, à l'endettement, etc. On devrait avoir des crises. On les a pas parce que finalement tous les pays font ça en même temps. Donc que ce soit les États-Unis, l'Europe, etc. Mais normalement, ça tient pas. Et donc, à un moment donné, quand on commence à se dire il peut y avoir explosion de ce système, on essaye de chercher des alternatives, d'où l'or et d'où les cryptos. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir permis de prendre un peu de hauteur
Je disais tout à l'heure en introduction que la rentrée allait être compliquée et on peut rentrer dans, entre guillemets, dans le mouvement du quotidien, etc., où on peut essayer de réfléchir sur les grandes tendances, c'est ce qu'on a essayé de faire. Merci donc à tous les deux. Tout de suite, c'est à l'affiche.